et bienvenue dans le 3e épisode du podcast AWS en français. Aujourd'hui, on va parler d'infrastructure, on va parler d'instance EC2, on va parler d'autoscaling, on va parler de Spot. Ne courez pas, ne fermez pas si vous n'avez jamais entendu parler de tous ces termes. On va expliquer en détail à quoi ça sert et comment vous pouvez en tirer avantage. Et j'ai le plaisir d'être accompagné pour cet épisode de Gaël Donat, qui est responsable de la sécurité du système d'information chez Recommerce. Bonjour Gaël. Bonjour Sébastien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Que fait Recommerce et que fais-tu chez Recommerce ? Recommerce Solutions est une société française qui est spécialisée dans la reprise, le reconditionnement et la revente de smartphones reconditionnés. Moi, au sein de Recommerce, je suis rentré il y a un petit peu plus d'un an pour mettre en place toute la conformité de sécurité qui sont attendues par des sociétés qui sont de taille intermédiaire. Donc, c'est-à-dire mettre en place toute la gestion de l'identité, toute la sécurité de l'infrastructure AWS au sens large. Et je m'occupe également de toute la partie infrastructure dans les aspects usines de développement, donc à destination et des équipes de développement et des équipes métiers pour pérenniser les outils de déploiement et s'assurer qu'on a des taux de disponibilité suffisants, qui s'améliorent avec le temps. Donc les chaînes d'intégration continue, de déploiement continu sont sous ta responsabilité également. Vous déployez sur AWS uniquement ou vous avez encore des infrastructures on-premise également ? Alors, en fait, Recommerce est une société qui est assez jeune. Et du coup, on a dès le départ, on a toujours démarré sur des outils cloud. On n'a jamais eu de data center on-premise. On a fait tout de suite que du cloud. Donc, ce qui est du coup a facilité l'adoption au cloud de nos différentes équipes métiers. D'accord. Et donc, vous déployez vos instances pour le moment sur des machines, des instances EC2, c'est ça ? C'est ça, oui, tout à fait. Un grand parc ? Aujourd'hui, on a à peu près 80 instances. Alors sachant qu'on est en phase de migration de l'ancienne infrastructure vers la nouvelle que j'ai mis en place, donc à terme on devrait tourner autour de 40 à 50 instances. Alors explique-moi ce que vous faites avec autoscaling et les instances Spot. D'abord, peut-être en 2 mots ce que c'est qu'autoscaling. Autoscaling est un service qui permet de faire grandir une flotte de machines virtuelles ou de la faire réduire. Donc c'est comme un élastique, on peut tirer dessus quand on a besoin de plus de capacité et on peut le relâcher quand on a besoin de moins de capacité. En tant qu'administrateur système, il suffit de définir des métriques à partir du moment où on veut agrandir la taille. Par exemple, si mon CPU moyen sur ma flotte est au-delà de 80% d'utilisation pendant plus de 10 minutes, alors je décide de rajouter N instances sur ma flotte. Et si mon CPU moyen sur la flotte est en dessous de X%, 20% disons, pendant telle période de temps, alors autoscaling peut réduire les instances de la flotte, donc en ajoutant des instances, en terminant des instances, et évidemment en travaillant avec les load balancers pour que ces instances soient accessibles par les clients. Autoscaling fonctionne très bien pour des environnements qui ont des charges variables, où donc par exemple la nuit on a moins besoin de machines, et puis on a des pics le matin ou l'après-midi. Est-ce que c'est votre cas ? Quelle est la variabilité de vos applications ? Oui, on a, comme tout le monde, en fait, on a un marché qui est très français, un petit peu européen, donc on a malgré tout des pics d'activité la journée. On a également, comme beaucoup de marques, des pics d'activité un petit peu plus pointus dans l'année, notamment en période des fêtes de Noël. Et on a également des pics, alors là, qui sont plus spécifiques à notre métier, qui sont tous les pics liés aux annonces de lancement de nouveaux téléphones par les marques, donc type effectivement les keynote Apple ou les keynote Samsung, ce qui sont toujours des moments où on a beaucoup de gens qui veulent revendre leurs anciens téléphones pour pouvoir acheter un nouveau. Je veux me payer un nouveau iPhone 10, donc je vais voir si vous pouvez me le racheter. Le mien, d'accord. Oui, j'imagine donc la variabilité. Donc variabilité pendant la journée, qui est assez prévisible, je suppose, parce que vous êtes sur un marché européen, donc vous connaissez les time zones, mais aussi variabilité liée à des événementiels, mais des événementiels aussi relativement prévisible. Une keynote d'Apple, on la connaît plusieurs mois à l'avance, plusieurs semaines à l'avance en tout cas. C'est ça, tout à fait. C'est vrai qu'on est assez peu soumis à des pics d'activité qui sont soudains et imprévisibles, parce qu'on n'achète pas forcément un smartphone comme on va acheter des vêtements. Ça reste malgré tout même des appareils reconditionnés, ce sont des appareils qui ont quand même un coût, et du coup on n'achète pas un smartphone
aussi rapidement que des vêtements. Donc c'est vrai que généralement les gens prennent le temps et c'est des choses qui sont très étalées sur l'année. Une des choses que vous essayez de faire avec Autoscaling et votre flotte d'instances, et comme beaucoup de clients, et on vous aide pour ça, c'est de réduire vos coûts. Quelle était votre stratégie pour réduire votre coût sur votre flotte d'instances EC2? Alors, quand je suis rentré dans l'entreprise, la politique de la DSI avait été de mettre en place des Elastic Beanstalk sur des environnements Docker. En fait, Elastic Beanstalk, c'est vrai que c'est un bon outil parce que c'est vraiment clé en main. On a un Docker, on le pose et tout démarre vraiment de manière complètement transparente. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'optimisation des coûts, comme on se retrouve avec une machine, un Docker, on n'est pas forcément très optimisé dans la gestion des coûts. Et donc l'idée, ça a été de dire comment on peut faire pour réduire les coûts. Donc finalement, on s'est dit, on va passer plutôt sur de l'ECS. Donc c'est vrai qu'à l'époque, Amazon n'avait pas encore mis le service EKS. Donc on s'était dit, on va passer sur de l'ECS. Donc on a commencé à mettre plusieurs conteneurs sur les mêmes machines, sur les mêmes instances. Et puis après, on s'est dit, c'est dommage, c'est que finalement, en fait, nos instances, c'est des coquilles vides. On prend une AMI Amazon telle qu'elle existe. Et on ne fait que lancer des conteneurs. Et en plus, ces conteneurs, c'est même pas notre instance qui les gère, mais c'est directement ECS. Donc finalement, en fait, est-ce qu'on pourrait pas trouver une manière de faire en sorte que les instances soient remplaçables sans qu'on ait d'impact sur la production? Et du coup, en fait, on s'est dit, les spot instances, c'est très bien. Il faut juste qu'on prévoie le cas de quand Amazon décide de récupérer cette spot instance, qu'on puisse démarrer les conteneurs qui vont être perdus en même temps que l'instance, les redémarrer en parallèle sur d'autres instances. Alors, je t'interromps, parce que là, tu parles de spot instance comme moyen, comme stratégie pour réduire vos coûts de gestion de la flotte EC2. Donc, je vais juste expliquer en une minute ce que c'est qu'une spot instance, comme ça tout le monde peut nous suivre, et puis je te redonne la parole juste après. Donc, les spot instances, c'est un type d'instance EC2 qui est un peu spécial, parce que son prix n'est pas fixe dans le temps, il varie dans le temps. Tu confirmes ça, Gaël? Le prix peut monter et descendre. Et au fait, d'où viennent les spot instances? Ça vient de la capacité excédentaire qu'à tout moment AWS a. Dans tous nos data centers, à certains moments, on a des machines qui ne sont pas utilisées, il n'y a pas d'instance virtuelle de clients qui tournent dessus, et cette capacité excédentaire, elle varie en fonction de la saisonnalité, de la journée, en fonction des autres usages des autres clients. Donc on préfère vendre cette capacité excédentaire à un très bas prix plutôt que la laisser non utilisée. Et donc on a créé un marché où le prix dépend de l'offre et de la demande, comme tous les marchés, pour vendre cette capacité excédentaire, et c'est ça qu'on appelle les spot instances. Donc l'idée des spot instances, c'est de dire, plutôt que payer un prix fixe par heure, le prix va dépendre de la demande. Quand on a beaucoup de capacité excédentaire, le prix sera très bas, et quand il y a très peu de capacité excédentaire, alors le prix sera plus haut. Et donc pour utiliser une instance spot, pour vous c'est la même chose que pour une instance normale, à peu près, vous allez dans la console EC2, et vous dites que vous voulez lancer une instance spot, et vous aurez un paramètre en plus qui est, quel est le prix maximum que vous êtes prêt à mettre à l'heure? Et vous vous dites, en fonction de l'instance, 0,2. Et tant que le prix spot est le prix du marché, donc est plus bas que votre prix maximum, eh bien vous aurez une instance, et c'est une instance tout à fait normale, avec tout ce que vous connaissez, les EMI, les security groups, les clés, vous pouvez démarrer des softs dessus, c'est une instance tout à fait normale. La seule différence, c'est si jamais le prix du marché remonte au-dessus de votre prix maximum, donc si à un moment on a moins de capacité excédentaire, nous, à AWS, on va vous reprendre cette instance, et vous avez une notification 2 minutes avant pour dire attention, on va vous tuer, et donc votre application a le temps de faire un shutdown propre, et on reprend l'instance, et on vous la redonnera quand le prix sera de nouveau en dessous de votre prix maximum. Donc ça permet d'expliquer ce que c'est les spot instances, et pourquoi on peut gagner de l'argent, parce que le prix spot est souvent très inférieur au prix on-demand ou au prix reserved des instances de même type dans la même région. Donc, si j'ai bien compris, Gaël, vous incluez des instances spot dans votre flotte, mais donc ça a un impact sur votre application, puisque cette instance peut être tuée à tout moment. Comment vous gérez ça? Alors, c'est vrai qu'effectivement, nous, aujourd'hui, on a quasiment que des applications web, donc qui, du coup, sont assez peu soumis à des traitements qui sont longs dans la durée. C'est vrai que ça va vraiment être des requêtes qui vont durer de 1 à 2 secondes. Et finalement, en fait, on peut tout à fait mettre en place des mécanismes qui permettent, à partir du moment où on est notifié par Amazon que telle instance spot va être détruite, on a un délai, je crois, de quelques minutes. Nous, on a un script qui permet de commencer à dire à
à ECS de supprimer tous les conteneurs de cette machine-là, et on indique également au load balancer d'arrêter de transférer du trafic à ces conteneurs-là, pour que la machine ait le temps de digérer les dernières requêtes, mais que quand Amazon la récupère, elle n'ait déjà plus de trafic qui lui soit alloué, et qu'à côté de ça, on ait déjà démarré une nouvelle machine, que ce soit en spot ou en on-demand, avec les conteneurs qui étaient perdus sur la première, qui se soient rebasculés sur la seconde ou sur n'importe quelle autre machine du cluster ECS. Alors, il y a deux choses qui m'intéressent là. Donc, d'abord, vous avez un script qui en anglais, on dit un draining des connexions, donc qui laisse expirer les connexions finalement. On dit voilà, plus de nouvelles connexions vers ces containers. On va juste laisser les connexions en cours se terminer. Comme ça, petit à petit, les containers sont plus utilisés. C'est ça. C'est exactement ça. Ensuite, vous avez un deuxième script qui va, tu as dit un truc intéressant là, qui va relancer une autre instance pour remplacer celle qu'on est en train de perdre. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce script? Quelle est la stratégie pour relancer une autre instance? Et puis, quelle est la stratégie pour remettre les containers, les bons containers, la bonne quantité de containers sur cette instance-là? Alors, effectivement, en fait, on avait donc la première problématique qu'on avait, c'était qu'effectivement, les spot instances peuvent être récupérés par Amazon, comme on l'a dit plus tôt, mais on voulait on voulait essayer d'éviter le cas où on va retirer une spot instance et qu'il n'y aurait pas de spot instance disponible pour la remplacer. Donc c'est pour ça qu'en fait parce que c'est vrai que typiquement l'autoscaling ou les spot requests savent très bien remplacer une spot instance par une autre de manière assez transparente quand on utilise des stratégies du type maintain. Sauf que parfois, s'il n'y a pas du tout de spot instance disponible, parce qu'on a fait une stratégie qui est trop restrictive ou ce type de mécanisme-là. C'est moi si vous avez mis un prix trop bas. En fait. Ou un prix trop bas, par exemple, tout à fait. Mm-hmm. Alors c'est vrai que nous on met un prix qui est quasiment l'équivalent de la on-demand, donc c'est vrai qu'on est assez protégé de ce côté-là. Mais effectivement, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un script en place qui lui va automatiquement, en fait, dès qu'une spot instance est détruite, va automatiquement créer une machine en on-demand qui correspond à l'une des machines qu'on souhaitait dans notre spot request, et cette machine on-demand en fait va juste prendre le relais le temps qu'une nouvelle spot instance soit créée, juste pour compenser on va dire le manque de performance qu'il va y avoir dans le delta entre l'arrêt de l'ancienne spot et la création de la nouvelle spot. D'accord, ça c'est assez intéressant. Vous essayez de conserver la taille de la flotte à la même capacité en créant temporairement du on-demand et redéployant vos containers sur ces nouvelles instances temporairement. C'est ça. Et notre expérience montre que quand on utilise les spot requests, donc vraiment la partie scaling du spot request, parce que l'autoscaling, on en parlera peut-être plus tard, on s'est rendu compte qu'il y a un battement d'à peu près 5 à 6 minutes entre la notification d'arrêt de la machine et la création de la nouvelle on-demand, de la nouvelle spot, et sa disponibilité au sein du cluster. Donc elle commence à recevoir du trafic. Donc finalement, en fait, dans ces 6 minutes-là, je sais qu'on va globalement garder l'ancienne machine pendant 2-3 minutes, donc on a réellement un créneau de 3-4 minutes où on risque peut-être d'être en sous-capacité par rapport à la charge qu'on a sur nos sites. Donc c'est pour ça qu'on a préféré mettre en place ce mécanisme-là, même si ça va nous coûter un petit quelque chose à la fin du mois de mettre de la on-demand, comme on met des on-demand pour, on va dire, quelques minutes à chaque fois. Finalement, à la fin du mois, on va parler de peut-être 1 heure ou 2 heures de on-demand, ce qui n'est finalement pas cher payé pour compenser les problématiques qu'on a avec les spot instances. Une fois que la machine est redémarrée, comment vous gardez trace de quel container il faut redéployer? Vous avez un repository quelque part? Vous avez un système central? On n'a pas de système central. En fait, le mécanisme qui s'occupe de purger de drain les instances spot quand elles sont retirées par Amazon. En fait, on utilise exactement le même mécanisme quand nous on décide de drain l'instance on demand. Donc en fait, j'ai un CloudWatch event qui déclenche un lambda, et ce lambda va juste surveiller les spot requests en disant pour cette spot request là, j'avais mis une on-demand en place. Donc ça, je crois que c'est dans une table Dynamo. J'ai simplement la notification, j'ai une ligne dans la DynamoDB qui dit pour cette spot request là, on avait lancé temporairement tel on-demand, et du coup ce script va juste regarder si cette spot request a finalement été filled ou pas, et si elle l'est, dans ce cas-là, on va purger l'instance on-demand, on va drain l'instance on-demand, et quand on verra que sur cette instance drain, on a 0 conteneur en cours, on va juste la killer. Et donc on va laisser ECS répartir les conteneurs qui ont été drainés de l'ancienne on-demand
On va le laisser le répartir sur les nouveaux conteneurs. D'accord, donc vous déléguez l'orchestration des containers ou le placement des containers ECS, finalement c'est son job. Vous fournissez juste de la capacité calcul mémoire en plus à ECS en rajoutant des instances dans la flotte et ECS prend le pas à partir de là. Tout à fait, oui. Un bon résumé. Depuis que vous avez mis cette solution en place, quels sont les gains que vous avez vus ou ma question est double. Je vais la faire en deux fois, ça sera plus clair. D'abord, est-ce qu'il y a des avantages à cette approche? Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des trucs qui ne marchent pas bien ou vous avez dû passer un peu plus de temps que prévu? Alors non, on n'a pas forcément passé plus de temps que prévu. Alors pour moi, on a atteint l'objectif qu'on voulait. Et on n'a pas eu particulièrement de contraintes. Il a fallu bien gérer les réglages de mémoire et de CPU qu'on alloue sur la définition des conteneurs dans ECS, pour éviter d'avoir de la surallocation ou qu'on commence à avoir de la concurrence entre les différents conteneurs, parce que quand on commence à mélanger des conteneurs qui font pas les mêmes choses, on peut commencer à avoir des problématiques de concurrence où ils vont vouloir se piquer les ressources les uns des autres. Donc il a fallu qu'on dimensionne assez bien chacune des définitions de tâches des conteneurs. Et une fois que ça a été fait, on s'est retrouvé avec des environnements qui sont assez stables. On a mis du coup, ça nous permet de pouvoir lancer par exemple plusieurs fois le même conteneur, donc qui offre le même service sur la même machine. Sachant que, comme on a bien dimensionné, on a dit, voilà, on va dire le conteneur numéro 1 de cette application-là, il va avoir un CPU et 512 mégas de RAM. Le conteneur 2, il va avoir 512 mégas de RAM et un CPU aussi. Et du coup, sur l'ensemble de cette application-là, on va avoir 1 giga et de CPU et de vCPU qui sont alloués. Et en fait, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et à l'intérieur de ça, on a mis en place un autoscaling d'un point de vue conteneur, en disant, voilà, si le CPU de mon service, donc il peut contenir plusieurs tâches, arrive à 60% de CPU, on va rajouter des tâches. Donc ça va être un premier niveau on va rajouter des tâches qui vont lui donner un peu plus de CPU, puisqu'à chaque fois, chaque tâche, on va donner un CPU et 512 mégas. Et ensuite, à l'intérieur de ça, on a rajouté encore un niveau de scaling qui va dire, si on a une réservation de CPU ou de mémoire qui commence à remplir complètement la machine, là on en rajoute une. Donc vous avez implémenté une stratégie d'autoscaling, cette fois-ci au niveau des containers. On ne parle plus au niveau des instances de machines ici, mais au niveau des containers, c'est correct? C'est ça. Effectivement, on a fait les deux. Et cette implémentation, c'est des événements que vous attrapez dans CloudWatch et qui parlent à des lambdas. Et les lambdas qui appellent les différentes API? Alors la partie conteneur se fait. Le scaling de conteneur, on l'a fait directement dans ECS avec le scaling policies de ECS qui est fourni avec du tracking, ça doit être le CPU tracking, le target tracking. Et la partie spot, et pour la partie instance, on a juste utilisé le schedule, le scaling policies directement sur les spot requests. Ah oui, d'accord. Donc c'est les événements de scaling qui déclenche votre code. C'est ça. Quels sont les avantages que vous en avez tirés maintenant que le système est en production? Alors des réductions de coûts, clairement. Parce qu'on est à peu près. Alors en moyenne, on fait sur chacun des clusters, en moyenne, on fait entre 70 et 75, voire 80% de réduction, suivant les types d'instances. Donc de réduction de coûts par rapport au même cluster, mais qui utilise des instances on demand? Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, votre stratégie, c'est d'utiliser un maximum de spots dans le cluster. Est-ce que tu as un ratio à un moment donné? Quel est le ratio spot versus on-demand dans le cluster? Idéalement 100%? En fait, c'est pas idéalement. C'est aujourd'hui, on utilise sur tous les niveaux de développement, que ce soit sur tous les niveaux de maturité, que ce soit le développement, la stage et la production, on utilise à 100% des spots instances, sauf dans les événements de reprise par AWS où on va utiliser vraiment temporairement quelques on-demand, mais à 100% on est en spot instance sur nos clusters ECS. Et donc je répète, 70 à 80% d'économie de coût sur la facture C2 pure, juste les instances. C'est ça, tout à fait. Waouh. Et quel temps il a fallu pour mettre en place un système uniquement basé sur du spot? Je suppose qu'il n'y a pas que les outils, il y a aussi un peu de changement de mentalité pour les développeurs. S'il y a des machines d'intégration continue ou de dev qui sont en spot, ça change un peu les habitudes? Disons que en fait, on a la chance d'avoir une équipe de développement, parce que c'est vrai que malgré tout, notre métier, ça reste de reprendre du téléphone, mais le développement, comme c'est un métier qui est quand même assez spécifique, on avait vraiment besoin de développer tous nos outils. Depuis le départ, on a développé des outils internes. On a assez peu basé nos outils sur des ERP communs, etc., etc. Et finalement, en fait, on a des développeurs qui sont là depuis très longtemps, qui sont très férus de nouvelles technologies, qui se sont mis à faire du Docker, notamment sur leurs postes de développement locaux, parce que c'était plus simple pour eux. Donc, ils avaient déjà
pas mal de bonnes pratiques, notamment liées aux conteneurs. On n'a pas forcément eu besoin de leur apprendre et de les accompagner sur le déploiement de ce type de technologie. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut adopter une stratégie similaire, donc pour résumer la stratégie, utiliser des spots instances le plus possible pour tout, et utiliser du on-demand uniquement pour pallier un trou de capacité pour quelques minutes, et d'autoscaler à la fois les instances et à la fois les containers. Si je résume votre stratégie, si quelqu'un d'autre qui nous écoute veut démarrer ce genre de stratégie, quels sont les conseils que tu lui donnes ? Pour moi, le conseil vraiment principal, c'est de surveiller ce qui se passe quand on commence, au moins quand on commence. Parce que c'est vrai que les spot instances, c'est des outils c'est des instances qui sont vraiment, vraiment bien, qui sont vraiment pas chères, qui sont vraiment pratiques pour réduire les coûts, pour faire de l'optimisation de coûts. Mais ça reste des choses qu'il faut surveiller. Quand on n'a pas mis en place encore les scripts qui permettent d'automatiser, on va dire le remplacement des spot instances, il faut surveiller pour éviter qu'on ait des interruptions de production. Donc surveiller, c'est dans CloudWatch essentiellement, c'est surveiller les métriques, combien d'instances on a, combien sont tués, quelle est mon utilisation CPU par exemple. C'est ça, ouais, tout à fait. Après l'utilisation CPU, on va dire que les métriques qui sont vraiment propres aux instances, on a tendance à déjà le faire. Donc ça changera pas forcément grand chose par rapport à des instances on demande, mais effectivement c'est ces problématiques de retrait de l'instance sous quelques minutes par Amazon qui est vraiment un mécanisme qui est nouveau. Il faut bien avoir en tête le principe de reprise du travail. C'est comme on fait quand on nous retire une instance, comme ça. Donc faut plus conserver la machine comme on peut le faire avant en disant j'ai une machine, j'installe mes paquets, je fais mon déploiement à la main et puis ma machine je vais la garder. Là on considère que la machine elle peut être tuée à n'importe quel moment et il faut surtout pas qu'on ait besoin de faire des actions manuelles sur ces machines-là. Il faut que les machines elles soient autonomes, qu'elles puissent vivre et qu'on puisse les remplacer sans aucun problème, que ce soit à 18h, à minuit, à 3h du matin. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Donc ça, c'est le prérequis. Il faut que la machine soit autonome, soit capable de booter toute seule, de s'installer toute seule, de s'enregistrer auprès du load balancer tout seul, sans intervention manuelle. C'est le premier prérequis. C'est ça. Un des points difficiles pour les clients qui utilisent Spot, souvent, c'est de choisir le prix, puisque j'ai dit que le prix variait en fonction de l'offre et de la demande. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Votre stratégie de prix, c'est de faire un bidding, donc de faire une offre au prix du on-demand. Est-ce que vous êtes constant, enfin, est-ce que vous avez plusieurs stratégies? Est-ce que c'est la seule? Et si oui, qu'est-ce que ça rapporte? Enfin, je veux dire, est-ce que ça arrive souvent que des instances spot se fassent tuer? Et est-ce que vous considérez d'autres stratégies de prix? Alors, on n'a pas forcément réfléchi aux stratégies de prix parce qu'encore une fois, je pense que comme nous, on a un besoin de spot instances qui sont pas réellement faites des instances de travail ponctuel. En fait, on a vraiment besoin d'une charge permanente. Donc finalement, les problèmes, on n'a pas cherché à ce qu'on paye vraiment le moins cher possible. On va pas être typiquement, on va pas faire du calcul sur des instances qui coûtent très cher. Où là, on va essayer peut-être de se dire, si mon prix il est en dessous de temps, il est au-dessus de temps, j'arrête mon travail, je le mets de côté, et puis j'attends que le prix redescende pour recommencer à travailler. Là, on a vraiment besoin d'une charge de travail qui va être lissée toute la journée, qui va être opérationnelle. Donc finalement, en fait, on n'a pas de problématique de stratégie de prix. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est qu'on ait des spots instances, et quand on n'en a pas, on fait autrement. Voilà. Mais c'est pour ça que finalement, en fait, nous, que l'instance, à partir du moment où l'instance, on va dire, va dépasser le prix de la on-demand, ça nous intéresse plus d'avoir de la spot instance. Parce que vous pouvez avoir de la capacité on demand. Parce qu'on peut avoir de la capacité on demand. Alors je sais que c'est pas complètement vrai. Je sais que c'est pas forcément vrai et qu'on peut se retrouver un jour à avoir du on demand qui est pas dispo. Ouais. Alors sachant que c'est là qu'intervient effectivement la stratégie de diversification des instances qu'on a mis en place. Nous aujourd'hui on a une stratégie, on est à peu près à 6 types d'instances différentes sur 3 zones de disponibilité, donc ce qui nous fait quand même à peu près, c'est-à-dire c'est pas à peu près, ça nous fait 18 cas possibles. Ça nous fait 18 cas possibles et on considère que dans ces 18 cas possibles, on aura forcément une instance disponible en on-demand. Ouais, c'est peu probable qu'on tombe hors de capacité pour 6 types d'instances dans 3 ESI en même temps dans la même région. C'est ça. En principe, ça ne devrait pas arriver, effectivement. 2 choses que je voulais encore rajouter avant de terminer. Des annonces qui ont été faites à reInvent, donc la conférence AWS à Las Vegas en novembre l'année passée, qui peuvent faciliter la vie si on commence ce genre de projet aujourd'hui. Je comprends bien pour toi, Gaël, vous avez commencé ça avant, donc vous n'en prenez pas encore avantage. Mais il y a un mode de terminaison différent maintenant pour les spot instances, puisqu'on a introduit l'idée qu'une instance peut être mise en hibernation, en pause, où on sauve toute la mémoire sur un stockage permanent, et de manière à ce que quand vous retrouvez l'instance,
il ne faille pas la rebooter. Au fait, vous retrouvez votre application qui continue de fonctionner là où vous l'aviez laissée. Donc il y a moyen de faire ça sur tous les types d'instances EC2, y compris sur les spots. Donc maintenant, on peut dire au système spot, plutôt que tuer mon instance, tu la mets en pause et tu la redémarreras plus tard. Et donc l'application va recommencer à fonctionner là où elle avait été interrompue. Et l'autre chose, on parlait d'autoscaling tout à l'heure, dans les flottes d'autoscaling, avant on était assez rigide, c'était un type d'instance uniquement. Maintenant on peut mixer différents types d'instances, non seulement la taille, donc les EC2 instance type, mais aussi le provisioning, donc avoir des instances on demand et des instances spot dans la même flotte d'autoscaling, et c'est le service d'autoscaling qui va lui-même essayer d'attribuer les instances spot en fonction des prix. Donc ça pourrait simplifier l'infrastructure que vous avez mis en place finalement, puisque certains des scripts que vous avez mis en place servent à faire ça. En revanche, il y a une chose que vous faites qu'on n'offre pas, c'est de donner de la capacité on-demand temporaire pendant ces quelques minutes où une instance spot n'est pas disponible. Donc rien que pour ça, à mon avis, vous avez gardé votre développement que vous avez fait, que vous avez mis en production. J'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on termine et qu'on conclue? Justement pour parler de l'autoscaling dont tu as parlé là, qui a été annoncé à Raven sur le C2 Fleet, j'avoue que c'est une solution qu'on va regarder, au moins pour les plateformes de dev et de staging. Pour le coup, là, on n'est pas soumis au même problème qu'on peut avoir avec la production sur la conservation de la capacité à tout prix, où là on peut se permettre peut-être d'avoir une petite baisse de capacité. Je pense que si les développeurs pendant quelques minutes ont une machine de dev qui rame un peu, c'est un peu moins grave. Je pense qu'on va le mettre en place assez rapidement sur la dev, ce qui nous permettra de voir comment ça se comporte, et peut-être qu'à terme on trouvera que c'est très bien de le mettre en place sur la production, et on le fera aussi. Je crois que c'est une bonne stratégie aussi, c'est commencer à regarder comment se comporte une nouvelle API, un nouveau système sur des environnements qui sont non critiques. Je ne dis pas que les développeurs ne sont pas critiques, je suis moi-même développeur, c'est important d'avoir un environnement, mais au moins ça n'affecte pas les clients en production. Gaël, un grand merci pour ton temps et ces explications, c'était une conversation très intéressante. Donnez-nous votre feedback si vous avez envie de parler de sujets spécifiques ou faire partie d'un des invités du podcast AWS en français. Vous nous écrivez sur Twitter AWS France ou sur mon Twitter personnel Sebsto, SEBSTO. Un grand merci à toi, à très bientôt dans le prochain épisode du podcast AWS. D'ici là, quoi que vous développiez, développez-le bien.